Bonjour les amis et bienvenue dans la critique 43. On va aujourd'hui voir 3 albums et on va commencer par le dernier album de Crystal Castles. Crystal Castles, ce groupe particulier de plein de genres d'électro différents, witch house et plein de trucs, même des fois limite chiptune, assez underground dans l'ensemble, à l'atmosphère assez particulière. Il s'agit de leur 4ème album, Amnesty. Après une intro assez sympa qui joue plutôt sur la complexité, on a une musique qui vous fait sursauter et joue sur la surprise très agressive. On a une grosse distorsion sur le synthé et ça rend la musique très puissante, mais c'est génial. Ce style-là, on le retrouve aussi sur Sadist, qui est ma musique préférée de l'album. La violence dedans est si particulière, il faut que vous l'écoutiez pour que vous compreniez vraiment ce style. En tout cas, c'est absolument génial. On a aussi Chloroform qui ressemble à ça avec une sorte de solo de synthétiseur distordu à la fin. Et ce n'est que des exemples pour citer un peu ce style très contrasté, très agressif, avec beaucoup de distorsions qu'on a de temps en temps dans l'album. Alors d'un autre côté, on a aussi la musique Cha, qui est très entraînante, avec de superbes vocaux vraiment, qui fait vraiment balade globalement, que ce soit au niveau du synthé ou des vocaux encore une fois, mais avec aussi des variations qui rendent des fois la musique très inquiétante, avec un petit côté trance. C'est presque la meilleure musique de l'album, ex aequo avec Sadist. En plus accessible, on a aussi Kept par exemple, qui est de la house qui joue beaucoup sur les samples, un peu à la manière de la French Touch, mais avec le style de Crystal Castles. Alors c'est une musique sur laquelle j'arrive pas trop à me décider si elle s'insère ou pas dans l'album. Quand je l'écoute, j'ai quand même l'impression que ça sort un peu de nulle part, mais bon, on va dire que ça passe. Je chipote un peu. L'album donne l'impression d'avoir été masterisé à l'arrache, mais ça s'entend que c'est volontaire, parce que cela sert l'album. Ça donne un côté amateur, mais ce grand décalage de volume donne aussi beaucoup de puissance et de surprise dans les musiques les plus agressives, comme Sadist par exemple. Et cela fait que les vocaux ne sont jamais envahissants, comme ce que je pourrais reprocher à beaucoup d'albums à l'heure actuelle. Au contraire, je dirais même qu'il est difficile la plupart du temps de comprendre les paroles, parce que les vocaux, on les entend, ils sont là, et ils sont vraiment très jolis. Et ils ont pas besoin d'être plus honnêtement, mais ils sont pas assez forts pour qu'on puisse comprendre les paroles, et franchement c'est bien. Parce que les vocaux de Crystal Castle c'est vraiment quelque chose de ouf. Il faut prendre exemple, c'est comme ça qu'on se sert de la voix et qu'on la masterise. C'est un instrument ici auquel on ne donne pas une place superflue, mais qui fait quand même le café, parce que c'est très joli. C'est une très bonne manière de se servir de cet instrument qui est la voix. Petite note malheureusement sur la construction qui me rend assez sceptique, l'album ne dure que 37 minutes et elle passe très vite. Ils auraient pu se permettre encore plus je trouve, et sinon l'ordre des pistes est assez étrange, on a toutes les musiques qui font les mêmes durées mises ensemble. Les musiques de 4 minutes se suivent et celles de 1 ou 2 minutes également sont mises ensemble. C'est assez étrange à écouter car ça donne un côté très déséquilibré à l'album, ce qui peut être problématique surtout pour un album aussi intense que celui-là. Alors globalement c'est un album assez particulier musicalement parlant avec ce côté un peu amateur assez unique pour au final avoir des musiques parfois très puissantes et surprenantes aussi qui jouent sur l'effet de surprise ou parfois plus de ce qu'on connaît habituellement chez Crystal Castles, des trucs beaucoup plus baladants et plus basés sur les excellents vocaux dont je vais pas reparler. Mais malheureusement on a quelques défauts, donc des constructions vers la fin de l'album avec des musiques un peu moins mémorables, mais vous l'aurez compris, c'est un album vraiment très cool. Et maintenant on va passer tout de suite avec un album sur lequel il y a quand même pas mal de trucs à dire. Il s'agit du premier album de Tory Lanez qui s'appelle I Told You. Donc Tory Lanez est un rappeur canadien dont j'attendais beaucoup. Il a fait des EP et des mixtapes avec des musiques comme Diego et Blow qui sont absolument énormes. Puis son gros single Say It, dont je vais parler juste après. C'est vraiment un rappeur cool, et il sort son premier album, I Told You. Alors qu'est-ce que ça donne cet album? Alors déjà le truc qui m'a frappé c'est qu'il s'agit d'un album très ambitieux alors que Tory est encore au tout début de sa carrière. 71 minutes, avec beaucoup de musique vraiment longue sur 14 pistes. C'est un pari très risqué. Donc je ne savais pas à quoi m'attendre. Alors j'aurais pas mal à dire en ce qui concerne le concept de l'album, parce qu'il s'agit d'un album qui se veut conceptuel, mais je vais mettre ça de côté, et on va d'abord parler des musiques en elles-mêmes. Alors on est sur un mélange plutôt bien équilibré entre du R&B et du trap, entre du romantique et de l'agressif, entre de l'autotune bien maîtrisé, très chill comme cela se fait en ce moment, il suffit de voir The Weeknd, et du flow très typique de Tory Lanez. On est sur du meilleur The Weeknd que The Weeknd, et du bon trap en même temps. Mais ça se voit surtout sur les meilleures musiques de l'album comme I Told You / Another One, première track de 8 minutes 40 quand même, ou Flex qui a un super refrain au niveau vocal qui montre que Tory est très polyvalent. Excellente musique. Il faut aussi que je parle de Dirty Money pour son instrumental avec un beau thème au piano et très soutenu qui met du temps à partir pour que finalement cela ne dure que très peu de temps. Mais putain on l'a bien attendu avec ce rythme progressif et ça rend trop bien. Évidemment Say It, alors dans le genre romantique là il n'y a pas mieux, c'est le meilleur exemple pour dire que le bon R&B ça existe largement et pas que chez Frank Ocean, pardon. Vocaux excellents, autotune occasionnel très bien maîtrisé, grosse basse mais rendu très chill. Putain de musique excellente, même si tout le monde la connaît maintenant, mais on s'en lasse pas, elle est bien incluse dans l'album, elle fait pas juste regarder on a mis Say It dedans, non, elle s'inclut bien. Mais il y a un gros bémol, certaines musiques sont peut-être un peu moins bien, mais franchement ça va. Mais le gros bémol, qui est vraiment très dommage, c'est de terminer par la seule musique de l'album, qui franchement n'est pas terrible. Et je pense à Love, instrumental pas original mais un peu sympa.
mes vocaux largement en deçà du reste de l'album quand même. Et terminer comme ça, surtout sur un album qui se veut concept également dans sa construction, bah ça fait chier. Et maintenant on va justement parler du fait que l'album se veut un concept album. Alors, début de parenthèse, ce que je vais dire donc dans cette parenthèse ne rentrera absolument pas en compte dans mon jugement final de l'album. Ça va pas du tout influer si je vais trouver que l'album est bien ou pas beau. Donc l'album est comme beaucoup d'albums de hip-hop, entrecoupé de pauses et de petites scénettes pour former une histoire. Il ne s'agit pas d'un buddy movie à la Dr. Dre ou au Casseur-Flotteur en France, mais ici de la progression de l'anaise de quelqu'un qui s'est fait éjecter de chez lui alors qu'on lui répétait qu'il ne serait jamais un vrai rappeur. Jusqu'à son grand succès maintenant. D'où le titre I Told You, donc c'est un album autobiographique. Jusqu'à la fin où il signe en major et finit par avoir un Grammy Award. Et c'est déjà quelque chose que je trouve limite. Je trouve ça triste de voir que ce qui représente le succès ultime dans l'album soit le Grammy Award. Honnêtement, c'est pas vraiment un bon message. Alors ça part peut-être d'un bon message du genre croyez en vos rêves. Et déjà j'aime pas ce message parce que ça passe sous flou plein de trucs. Ça cache les gens qui n'atteignent pas leurs rêves à cause de leur position sociale ou de leur manque de chance. Et ça cache aussi tout ce qu'il faut faire pour signer en major ou recevoir un Grammy. C'est-à-dire, entre autres, rendre sa musique très conforme. Ce qui veut dire que si jamais vous n'avez pas envie de faire cela, de rendre votre musique conforme, vous êtes un peu baisé. Donc sur le concept en dehors de la musique, je trouvais ça moyen. Après quand même, je suis un peu mauvaise langue. Il y a des choses dont il parle qui sont très intéressantes, comme de ses problèmes personnels entre sa vie sociale et sa copine, et ses potes, et les conneries qu'il a pu faire parce qu'il était dans la merde. Tout ça contrasté avec le fait de vouloir faire de la musique. Bon, il y a pas mal de trucs qui sont assez sympas, mais si c'était un film, ça aurait pas été un film que j'aurais vraiment beaucoup retenu non plus. Ou alors ça aurait été pour le côté un peu limite avec le Grammy Award comme objectif ultime. Fin de la parenthèse. Maintenant ce qui va suivre rentre dans mon jugement de l'album. Comment le fait que l'album soit concept rend-il musicalement? Eh bien je dois avouer qu'il y a des choses qui me chiffonnent un peu. Tout d'abord, vu que la fin de l'album c'est le succès et le Grammy, eh bien on a les deux singles principaux de l'album à la fin, à savoir Say It puis Love. Alors je l'ai déjà dit, mais c'est très bien pour Say It, mais Love gâche complètement la fin. Mais c'est pas seulement ça, en dehors de cette track, l'ordre des pistes est bien géré, c'est vrai, ça rend bien, mais on a des transitions et des scènes entre les musiques qui sont vraiment trop longues. Et ça casse vraiment le rythme quoi. C'est un fil rouge qui prend trop de place, c'est censé être quelque chose d'un peu anecdotique et on est censé laisser la place à la musique, comme dans beaucoup de très bons albums comme ça. Hein. Alors des fois il y a des moments qui sont assez sympathiques où c'est Tory Lanez qui parle, donc surtout de ses problèmes personnels, où il ne fait que parler, avec une musique un peu drone, ambient dans le fond. Et ça c'est vraiment sympa parce que ça fait un véritable fil rouge à l'album. C'est pas trop envahissant parce que ça dure pas très longtemps à chaque fois, et en plus ça fait qu'on reconnaît l'album, ça rend bien, c'est super à écouter. Donc c'est cool. Par contre, le problème, c'est la manière dont c'est géré, et c'est les scènes. Parce que des fois, on a à la fois Tory Lanez qui parle, et juste après, ou juste avant, une scène avec ses potes, ou avec sa copine, ou quoi que ce soit. Du coup, ça fait quand même une grosse interlude entre deux musiques, ce qui rend la chose un peu chiante. Et ensuite, même en dehors de ça, les scènes en elles-mêmes sont un peu longues déjà. Donc c'est vraiment à cause de ça que les musiques sont vraiment très longues, pour pas grand chose finalement. Si on enlève les scènes, on peut avoir des musiques qui passent de 5 minutes 30 à presque genre 3 minutes 30 quoi, un truc comme ça. Globalement c'est à peu près le tiers des musiques qui sont consacrées à ces interludes. Donc c'est vraiment trop envahissant, et je pense que Tory Lanez ici a été trop gourmand, ou trop ambitieux avec son premier album, et a voulu essayer de faire un album ambitieux comme peut le faire par exemple Kendrick Lamar ou Dr. Dre, etc. Mais ça rend... En tant que concept album, ce n'est pas bien. Donc sur la construction de l'album, je suis plutôt très mitigé, parce que autant l'ordre des pistes est bon, sauf Love, oui, je pense encore à toi, autant sur les transitions, c'est vraiment pas ça, quoi. Mais c'est vraiment chiant, parce qu'on avait vraiment un gros potentiel énorme, parce que dans les musiques en elles-mêmes, comme je l'ai dit au début j'ai dit que du positif, parce que vraiment, les musiques sont vraiment super bien. Encore une fois, sauf une. Bref, les musiques sont vraiment super bien, ou alors elles sont au minimum correctes. Mais il y en a vraiment, en particulier, on va dire, 4-5, ce qui est beaucoup, qui sont vraiment très bien quoi. Donc en faisant un album moins ambitieux, qu'est-ce qui se serait passé? Même en faisant peut-être un album semi-concept on va dire. On garde les musiques qui sont excellentes, en enlevant peut-être Love, en faisant des transitions simplement avec Tory Lanez qui parle sur un fond musical drone ambient, pour faire un fil rouge, ça c'est cool, peut-être même pas systématiquement à la fin de chaque musique, mais on va dire 4-5 fois si on le veut dans l'album, ça peut faire bien, ça prend pas longtemps, ça prend 30 secondes, 1 minute, c'est cool. Et globalement, voilà, c'est pas compliqué en faisant un truc un peu moins envahissant comme ça, et en gérant un peu mieux certaines musiques, en les rendant un peu moins ennuyeuses. Là, on avait un chef-d'œuvre, franchement, on avait un putain d'album, meilleur que Schoolboy Q que j'ai revu il y a pas longtemps, meilleur que la dernière compile ou album de Kendrick Lamar, peut-être un des meilleurs albums des hip-hop de l'année, hein, pour l'instant, je ne sais pas. Donc voilà, c'est super dommage, en tant que concept album, c'est raté, mais bon, il faut pas oublier quand même qu'on a tout le temps un excellent flow et un excellent chant / autotune, ce qui est assez rare pour être souligné dans le milieu du R&B et du rap finalement. Des instrumentales vraiment géniales et variées sans que cela parte en couille.
On a donc des excellents morceaux comme Say It, évidemment, mais aussi Flex, Friends with Benefit, Dirty Money, ou la première piste. Bref, vous l'avez compris, c'est cool, on a un bon album, rien de plus, rien de moins, un bon album, qui me fait surtout me dire, c'est dommage, ça aurait pu être un chef-d'œuvre. Et maintenant on va terminer par Lindsey Stirling. Alors on ne présente plus vraiment Lindsey Stirling, un violoniste connu pour ses covers plutôt cool sur internet, et mélanger son violon à des instrus EDM, notamment du dubstep. Petit retour sur sa discographie, elle a commencé par un album éponyme qui était vraiment très sympa en 2012, puis il y a eu Shatter Me en 2014 qui était plutôt décevant et répétitif, à l'exception du single principal Beyond the Veil, rien n'était mémorable. Alors j'espère qu'elle ne va pas faire les mêmes erreurs pour ce nouvel album qui vient de sortir, Brave Enough. Maintenant je vais répondre tout de suite à cette question, Lindsey Stirling a en effet refait les mêmes erreurs. C'est même pire qu'avant. Pourquoi? Parce qu'on est en 2016, tout simplement, et qu'avoir des instrus électro qui n'ont aucune valeur ajoutée par rapport à celle de 2012, ça rajoute encore un défaut qui commençait à apparaître dès Shatter Me il y a 2 ans. Et ce n'est pas parce que Z a fait une ou deux musiques que ça va changer quelque chose, honnêtement. Alors après, on a des featuring. Et comme on n'en a pas beaucoup, je me suis dit que ça peut faire un équilibre sympathique entre le full violon et électro, et des musiques plus basées sur les vocaux. Mais au final, on a Brave Enough, le single principal, qui est aussi la meilleure track de l'album, sans surprise, qui a un drop assez sympathique, mais des vocaux assez moyens. Et après, on a juste des vocaux assez moyens tout court, et le reste n'est pas à sauver. Donc, dans Where Do We Go, pour ne citer qu'elle, c'est vraiment de la merde, en fait. Je suis peut-être un peu méchant en disant que c'est de la merde, mais c'est pas terrible du tout. Du tout. Il faut aussi que je parle de Don't Let This Feeling Fade, où pour la première fois, on a Stirling avec un featuring avec un rappeur, et ça rend bien. On a des chills au début de la musique, parce que le rappeur ici présent est plutôt talentueux, l'instru part bien et tout, c'est cool, et c'est original parce qu'on a le violon derrière, etc. C'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment entendu avant. Et tout est gâché à l'arrivée du featuring avec le chanteur masculin, qui gâche tout, et ça rend la musique vraiment caca. Donc c'est vraiment le parfait exemple de comment tout gâcher dans une musique. Mais je suppose que ça valait le coup de faire venir quelqu'un pour faire des featuring. Donc on a 55 minutes où on se fait grave chier, et les 4 musiques bonus sont exactement dans la même lignée et ne sauvent rien. Pareil pour la outro, qui n'est pas électro, mais qui est quand même ultra prévisible. Putain. Donc globalement, oui, c'est vrai, les instruments en dehors du violon ne sont pas dégueulasses. Elles sont juste... Mais le problème, c'est que tout dans cet album est forcé. Lindsey ajoute son violon de manière artificielle aux compositions présentes et de manière vachement prévisible. On a l'impression que Lindsey Stirling et les autres artistes avec qui il collabore, c'est-à-dire beaucoup d'artistes différents, ne travaillent pas vraiment ensemble, mais plutôt genre, fais-moi une instru, je fais du violon par-dessus. Alors déjà, on a 2 problèmes, c'est que du coup, on gâche énormément de potentiel qu'on pourrait faire en utilisant le violon de manière beaucoup plus intelligente, et que en plus, ça marchait très bien en 2012, ça marchait beaucoup moins en 2014, ça marche plus en 2016. D'ailleurs, Lindsey Stirling n'est même pas mise en avant par le mastering. Quand on a des featuring vocaux, c'est les vocaux qui sont largement au-dessus du violon dans le mastering, et quand c'est de l'électro, c'est juste à peu près au même niveau que chaque VST ou instrument. Donc, des fois, on a plus l'impression d'écouter une compilation électro 2016, et de temps en temps, en écoutant l'album, on se rappelle vaguement qu'il y a du violon sur le fond quand même. Donc on n'a pas du tout ce feeling un peu novateur du premier album de Stirling avec des bonnes musiques qui étaient vraiment cool, et ça me fait chier parce que évidemment elle a le talent, tout le monde le sait, c'est une putain de violoniste. Mais voilà, elle gâche tout en faisant toujours la même chose, cette fois-ci avec des featuring nuls et des instrumentales prévisibles à mort, donc clairement pour sauver un peu la musicalité, il faut qu'elle change complètement la manière dont elle fait de la musique. On arrive au stade d'une carrière après 3 albums quand même, où on peut tenter quelque chose de plus personnel, de plus élaboré, avec un style particulier, et on peut faire un super album. Mais en attendant, là, maintenant, Brave Enough est un album nul à chier. Et je viens de complètement gâcher l'ambiance de cette vidéo en terminant par cela, mais on a quand même ce très bon album de Crystal Castles et celui de Tory Lanez qui est plus intéressant que véritablement super cool, mais avec de très bonnes tracks, ça c'est clair. On va arrêter cette vidéo là, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine, merci d'avoir regardé, vous pouvez vous abonner, etc. Salut!